Salut tout le monde, cette vidéo fait suite au double épisode sur Hatshepsut et lui est directement liée puisqu'on va parler de l'un des personnages les plus importants et controversés de ce règne, le conseiller Senenmut. Originaire du sud de l'Égypte, Senenmut commence par servir dans sa prime jeunesse le pharaon Thoutmôsis Ier, le père d'Hatshepsut. Réputé pour ses talents militaires, on sait qu'il participa notamment à des campagnes en Nubie. Sans doute que Senenmut était plus réputé pour ses talents stratégiques que ses aptitudes au combat, mais quoi qu'il en soit, Thoutmôsis Ier le tenait a priori en haute estime, de même que la grande épouse royale Ahmès, au service de laquelle se trouvait la famille même de Senenmut. D'ailleurs, cet attachement à la famille royale permit aux parents de Senenmut de bénéficier d'une momification de grande qualité et d'un mobilier funéraire riche, notamment des amulettes précieuses, a priori offertes par le roi lui-même. En dehors de ses parents, on connaît deux sœurs pour Senenmut, Yaotep et Neferether, ainsi que deux frères, Minhotep et Amenemhat. Toutefois, leurs fonctions ne furent jamais aussi importantes que celles de Senenmut, comme on va le voir par la suite. Mais si Senenmut semble avoir eu une famille relativement nombreuse, on ne lui connaît ni épouse ni enfant, d'où les nombreuses rumeurs sur la relation qu'il aurait pu entretenir avec la reine. J'y reviendrai. Cette absence d'héritier explique pourquoi le culte funéraire de Senenmut fut entretenu par sa fratrie, alors qu'il s'agit d'ordinaire d'un rôle dévolu au fils aîné et à la descendance en général. Senenmut se voit accorder une place de choix auprès d'Hatshepsut avant même que celle-ci ne devienne roi. En effet, alors que cette dernière n'est que grande épouse royale, Senenmut est nommé précepteur de la princesse Néferouré, fille aînée d'Hatshepsut et Thoutmôsis II. On le voit ainsi sur plusieurs statues en compagnie de la princesse sans même que le couple royal ne soit représenté. Cela prouve bien la confiance dont il jouissait auprès d'Hatshepsut et du roi. Toutefois, ce cas, bien que rare, n'est pas unique, et on retrouve par exemple de telles statues d'un précepteur avec l'enfant royal dont il a la charge sous le règne d'Amenhotep III. À la fin du règne de Thoutmôsis II, Senenmut se voit également attribuer un emplacement au Gebel Silsileh, à l'extrême sud de l'Égypte, afin d'y faire bâtir un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est un tombeau dans lequel ne repose pas de corps, c'est donc un monument funéraire à la mémoire du défunt, mais dans lequel on ne trouve aucun cadavre. Et en l'occurrence, avoir le droit de se faire construire un tel monument au Gebel Silsileh alors qu'on n'est même pas issu de la famille royale est un honneur assez exceptionnel, même si on connaît d'autres cas de cénotaphes offerts à des courtisans haut placés. Cependant, dans le programme décoratif de ce cénotaphe, le pharaon d'alors, Thoutmôsis II, n'est mentionné que de façon anecdotique, accentuant l'impression, dès cette époque, d'une relation privilégiée entre Senenmut et Hatshepsut, alors que celle-ci ne règne pas officiellement. À titre d'information, et pour vous donner une idée de l'importance que prit Senenmut depuis le règne du premier des Thoutmôsis jusqu'à celui d'Hatshepsut, le conseiller a compté jusqu'à 90 titres différents. Et vous vous doutez bien que faire la liste complète ici, ce serait un peu pénible. Heureusement qu'ils interdisaient pas le cumul des mandats à l'époque, il aurait pu avoir des problèmes. Ou pas. Une fois Hatshepsut devenue pharaon, elle continua à accorder à Senenmut une confiance exceptionnelle. Senenmut fut ainsi nommé à la tête de différents chantiers qui sont bien sûr crédités au nom d'Hatshepsut, mais qu'il a permis de mener à terme. C'est par exemple le cas des deux obélisques initiés par Thoutmôsis II en faveur d'Amon-Ré et destinés au temple de Karnak. Si le roi mourut avant la fin de ce chantier, il fut repris par Hatshepsut qui en délégua la réalisation finale à Senenmut. De même, et de façon plus notable encore, Senenmut fut l'un des principaux acteurs, si ce n'est l'un des initiateurs, de la construction du temple de la reine à Der el-Bahari. Quand on connaît l'importance de la réalisation d'un temple funéraire pour un souverain, on prend conscience de l'immense responsabilité, mais aussi de l'immense honneur qui était fait à Senenmut, qui était placé à la tête du chantier. Plus encore, l'intime de la reine, en récompense, reçut le droit de se faire creuser un caveau à proximité de l'esplanade du temple, afin que les descendries et les chambres funéraires de ce caveau se retrouvent directement sous le sanctuaire même de la reine. Bon là, niveau cadeaux et privilèges, on est pas mal. Et vous vous en doutez, il n'a pas fallu longtemps pour que ces différentes prérogatives soient pour certains la marque d'une relation un peu privilégiée entre Hatshepsut et son conseiller.
Évidemment, la relation privilégiée entre Hatshepsut et Senenmut a très vite attisé les rumeurs et autres suppositions. On connaît au moins 2 graffitis dans une grotte à proximité du temple de Der el-Bahari qui sont souvent attribués à cette période et qui représentent des scènes, disons, suggestives. Petit avertissement rapide, ces images peuvent paraître assez explicites pour certains, donc si jamais vous regardez la vidéo avec des enfants ou en cours ou au travail, vous êtes prévenus. Le premier montre un homme visiblement très content d'être là, et s'approchant d'un autre personnage dont la représentation indique très clairement une personne noble, voire un souverain. Le second, quant à lui, est plus explicite encore, et montre un homme prenant du bon temps avec une autre personne penchée en avant, dans une position qui ne laisse que peu de doute quant à l'activité pratiquée. Certes, sur le deuxième graffito, le second personnage ne porte aucune couronne, mais leur proximité et leur sujet assez semblable a amené à envisager ces 2 graffitis comme une suite directe des mêmes événements. Le monsieur très content du premier étant probablement celui qui prend du plaisir dans le second. De même, aucun nom n'est présent autour de ces dessins obscènes. Cependant, le fait qu'ils prennent place dans l'environnement direct du temple d'Hatshepsut et qu'ils aient sans doute été réalisés au moment du chantier de ce même temple, peut laisser penser que nous sommes en présence d'Hatshepsut et de Senenmut. Bien entendu, il ne s'agit en aucun cas d'une preuve formelle d'une quelconque relation amoureuse et ou charnelle entre Hatshepsut et son intendant. D'ailleurs, l'identification même des 2 personnages est très incertaine et ne concerne peut-être pas du tout la souveraine et encore moins Senenmut. Néanmoins, ces graffitis pourraient montrer que déjà à l'époque, des rumeurs circulaient à ce sujet, et notamment parmi les ouvriers en charge du chantier de Der el-Bahari. Comme quoi, Voici et Paris Match, ils ont rien inventé, ça fait 3000 ans qu'on balance des rumeurs sur la vie sexuelle de nos dirigeants. Mais d'autres indices, moins explicites, ont aussi laissé penser à une relation entre Hatshepsut et Senenmut. C'est notamment le cas d'un texte inscrit sur l'une des statues de Senenmut et qui s'adresse à la reine en lui demandant d'autoriser la fabrication de statues destinées à être déposées dans le temple de Karnak. Là où le texte trouve son intérêt, c'est dans l'utilisation du mot tout, qui signifie image, statue, et qui est masculin. C'est notamment ce mot que l'on retrouve dans le nom de Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. Ce mot est alors employé pour désigner les statues de Senenmut lui-même, en opposition au mot répit qui désigne également des statues, mais féminines cette fois. C'est notamment cette expression qui désigne les statues des déesses. Dans le texte qui nous intéresse, répit est employé à propos des statues d'Hatshepsut, alors que celle-ci est pourtant couronnée et qu'elle s'octroie de plus en plus d'attributs masculins. Cela signifie-t-il que Senenmut a cherché à souligner la féminité de la reine au détriment de son rôle de pharaon plus masculin ? Si c'est le cas, a-t-il délibérément fait ce choix pour souligner leur relation un peu particulière ? Impossible à dire. Toutefois, cette interprétation me paraît un peu excessive. Le fait d'utiliser différents termes pour des statues peut être dû à de nombreux autres facteurs. Par exemple, l'érudition de Senenmut qui les met étalées aux yeux de tous, ou encore la véritable nature de ces statues, sans que ce soit la marque d'une relation entre la reine et son intendant. Autre argument, la présence de plusieurs dizaines de représentations de Senenmut en train de prier dieux et déesses dans le temple funéraire de la reine à Der el-Bahari. Ce type de représentation est d'ordinaire réservé aux rois et aux dieux, d'où l'interprétation qu'en firent certains chercheurs, à savoir que cela soulignait l'immense privilège accordé à Senenmut et que cela ne pouvait que souligner une relation amoureuse avec la reine. Pourtant, il existe d'autres cas où de hauts dignitaires, fidèles au souverain en place, reçurent le droit d'être figurés ainsi. On peut citer par exemple Nehi, vice-roi de Nubie sous Thoutmôsis III, dans le temple de Bouhen, ou encore Padiamenopé, à la basse époque, dans le petit temple de Médinet Abou. Et je ne parle même pas d'Amenhotep fils de Apou, sous le règne du pharaon Amenhotep III. Ce dignitaire, à qui on doit notamment la construction des célèbres colosses de même nom, reçut d'énormes privilèges de la part du roi, parmi lesquels le droit de se faire ériger un temple funéraire à Der el-Bahari, alors qu'il n'était ni roi ni prince. Ce temple était même 5 fois plus grand que celui du pharaon Thoutmôsis II, l'époux d'Hatshepsut. Et pourtant, malgré ce genre d'honneur reçu par Amenhotep fils de Apou, jamais on ne colporta la rumeur comme quoi il aurait couché avec le roi. Bref, de manière générale, tous les indices mis en avant pour souligner une relation amoureuse entre Hatshepsut et Senenmut sont beaucoup trop ténus et difficiles à interpréter pour arriver à une quelconque conclusion. Certes, Senenmut reçut des privilèges dans des proportions démesurées.
Cependant, cela n'est absolument pas la marque d'une quelconque relation charnelle avec la souveraine, aussi romantique et séduisante que soit cette rumeur. Cette proximité entre Hatshepsut et son conseiller a soulevé d'autres questionnements. Senenmut était-il sincèrement lié à la reine, ou n'était-il qu'un ambitieux flag-orneur prêt à tout pour se hisser au sommet de l'État? Si la réponse à cette question est complexe à établir, ce qui est sûr, c'est que Senenmut et sa famille doivent beaucoup à la famille d'Hatshepsut, et ce, dès le règne du père de cette dernière, Thoutmôsis Ier. Senenmut a-t-il donc mis ses talents à disposition de la reine et de la famille royale car il se sentait redevable de celle-ci? C'est tout à fait possible. On a vu dans les épisodes dédiés à la reine que celle-ci, durant tout son règne, s'entoura de fonctionnaires fidèles à sa famille. Il est donc possible d'envisager que Senenmut soit le fidèle parmi les fidèles, celui dont le zèle et les compétences se sont bien vite révélés indispensables pour Hatshepsut. Ce serait la raison pour laquelle Senenmut reçut autant d'honneur, plus encore que les autres hommes de confiance d'Hatshepsut. Comme on le voit, il n'est pas besoin d'envisager une relation amoureuse pour expliquer les privilèges accordés à Senenmut. Mais il est possible que ce dernier ait été particulièrement ambitieux ou qu'il ait nourri à l'égard de la reine des sentiments un peu plus appuyés que le reste des courtisans. À la toute fin du règne d'Hatshepsut, alors que celle-ci est progressivement supplantée par son neveu Thoutmôsis III, Senenmut n'apparaît plus dans les documents royaux. A-t-il été écarté de l'entourage de la reine pour des raisons personnelles ou politiques? Certains vont même jusqu'à envisager qu'il soit mort avant Hatshepsut, mais quelques indices semblent montrer qu'il lui a survécu. En effet, au moins une représentation et une statue de Senenmut furent modifiées par Thoutmôsis III pour faire figurer le cartouche de ce dernier en compagnie du nom de l'ancien intime de la reine. Il est donc possible que Thoutmôsis III ait gardé Senenmut à ses côtés, ou qu'il ait au moins souhaité lui rendre hommage pour l'ensemble de son œuvre, qu'il s'agisse de la création et de la rénovation de nombreux monuments de la région thébaine, ou encore de tout ce qu'il fit en faveur du dieu Amon. Quelles que soient les relations finales entre Hatshepsut, Thoutmôsis III et Senenmut, on ne sait pas quand et comment ce dernier est mort. Sa tombe de Der el-Bahari fut scellée sans sarcophage ni mobilier funéraire, et son image, comme celle d'Hatshepsut, fut mutilée. L'iconographie de son cénotaphe du Gebel Silsileh souffrit aussi de martelage, même si certaines parties sont encore intactes. On a également retrouvé près de 30 statues ou fragments représentant Senenmut. Il est probable que Senenmut fut enterré dans sa tombe thébaine de la vallée des nobles, la TT 71, où fut retrouvé un sarcophage. Ce sarcophage ressemble à celui de la reine elle-même et prend la forme d'un cartouche, même si les extrémités sont toutes les deux arrondies. Peut-être Hatshepsut a-t-elle offert ce sarcophage à Senenmut, ce qui serait un autre privilège accordé aux courtisans, même si on connaît de nombreux exemples de sarcophages offerts par le roi à ses fidèles. Notez par ailleurs que la seconde tombe thébaine de Senenmut, la TT 353, est la première connue de toute l'histoire égyptienne à montrer un plafond astronomique. Cela achève de démontrer à quel point Senenmut est un personnage très érudit et vraiment particulier dans l'histoire de cette période. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'avais vraiment envie d'en faire un sur Senenmut en particulier pour ne pas noyer le personnage au milieu des épisodes déjà bien denses à propos d'Hatshepsut. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine!